Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes citoyens du Bénin et d'ailleurs, nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est un pur bonheur, vous le savez, de vous savoir nombreux au rendez-vous de votre émission Mercredi Politique. Mercredi Politique, nous allons parler d'un sujet bien intéressant. Vous savez, dimanche prochain, les Béninois sont appelés aux urnes pour le renouvellement des membres du Parlement. Au terme de ces législatives, nous connaîtrons les 83 Béninois qui siégeront au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Quels sont les grands enjeux pour la participation au scrutin? C'est donc la thématique centrale qui nous rassemble ce soir pour le compte de Mercredi Politique. Et nous recevons en cette soirée du 24 avril 2019 deux invités qui ont pu répondre à notre invitation. Nous allons vous présenter le premier. Il s'agit de Onassis Tigri. Il est statisticien, il est donc spécialiste en question de statistiques, il est citoyen du Bénin aussi. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, nous avons Julio Tomenti, il est conseiller juridique, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci pour la disponibilité aussi. C'est moi. Voilà, il devrait partager ce plateau avec nous ce soir. Malheureusement, il n'est pas encore avec nous. Il s'agit de l'administrateur électoral, Marino de Souza, certainement, qui nous rejoindra. La première question, je voudrais bien vous la poser, Onassis Tigri. Les élections, que représentent les élections pour le Bénin, un pays comme le nôtre qui a choisi d'avoir un système démocratique? Merci. Les élections au Bénin, c'est un moment de fête, c'est un moment de joie. Depuis 90, depuis les toutes premières élections au Bénin, et c'est devenu un peu comme un culte. Les élections, c'est le moment où le citoyen a la possibilité d'apprécier, d'approuver ou de désapprouver la gestion des dirigeants. C'est le moment pour lui, pour le citoyen lambda, de pouvoir dire dans les urnes ce qu'il pense de la gouvernance. Donc moi je crois que depuis 90, les élections pour les Béninois, en tout cas en ce qui concerne les élections que nous avons vécues, eh bien ce sont vraiment des moments de joie, des moments d'allégresse, des moments de grande réjouissance. Très bien. Vous avez la même appréhension parce que vous êtes plus juriste. Est-ce que vous avez la même lecture que Onassis Tigri, par exemple? Bon, oui, ça c'est pour le Bénin, mais d'une manière générale, l'élection c'est un facteur d'appréciation de la santé, je peux dire, de la santé démocratique. C'est l'un des éléments qui permet d'apprécier l'efficacité ou la vitalité d'une démocratie. Et donc, de sorte que l'appréciation de la démocratie, les élections, l'organisation des élections régulières et transparentes est un élément fondamental d'appréciation. La Déclaration universelle des droits de l'homme a mis même un accent particulier sur l'organisation des élections, qui est un élément, un baromètre pour apprécier la vitalité dans un régime, dans un système démocratique comme le nôtre. Et donc, de ce point de vue, les élections, l'enjeu est grand, l'enjeu est taille. Une fois encore, nous allons apprécier, nous allons voir, nous allons éprouver, si je peux dire, notre système démocratique pour voir, pour apprécier, pour voir si il tient encore. Et si peut-être éventuellement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça tienne davantage? Donc c'est un peu ça, le contexte dans lequel nous sommes, comment on peut apprécier l'organisation des élections dans un régime démocratique, le point qu'on peut faire entre ces deux notions. Et quand on parle d'élections, le scrutin dont nous parlerons essentiellement ce soir, c'est bien les législatives du 28 avril, donc du dimanche prochain. Déjà, en quoi le renouvellement, par exemple, des membres du Parlement contribue à la vie démocratique, à la santé démocratique dont vous parlez, par exemple? Voilà, vous savez, la démocratie met au cœur le peuple, c'est-à-dire la population. Et donc, la population est amenée à aller choisir ses représentants.
Allez choisir, et c'est encore plus important parce que, comment dire, le Parlement, c'est le siège même de la vitalité de la pratique démocratique. Vous savez, ces élections qui viennent, les parlementaires qui seront élus, ça va conditionner notre vie, pas seulement pendant les 4 ans à venir, mais bien au-delà. Parce que, rendez-vous compte, c'est ce Parlement qui va voter les lois, qui va désigner des membres pour siéger à la Cour constitutionnelle, à la Sénat, à la Haute Cour de justice, au Parlement de la CEDEAO. Et donc, c'est assez beaucoup. Et les dispositions, les tests qui seront, les tests qui seront pris, continueront, les instruments juridiques continueront à organiser notre vie jusqu'au moment où d'autres dispositions contraires interviendraient. Donc ce n'est pas seulement pour 4 ans. Et je repars un peu dans l'histoire pour nous dire, aujourd'hui nous avons une institution que tout le monde apprécie, qui nous met à l'abri de certaines choses, c'est la Sénat. Si vous vous rappelez bien les circonstances dans lesquelles la Sénat a été instituée, vous savez, c'était en 93 l'initiative. Le président de la République d'alors, son excellence Nelson Bosseglo, n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord sur l'impulsion de la société civile et de certains parlementaires qui étaient majoritaires. Ils ont fait une proposition instituant la Sénat que le président, pour lequel le président n'est pas d'accord. Ils sont allés jusqu'à voter. Le président a saisi la Cour constitutionnelle pour déclarer contre la Constitution parce qu'il estimait que jusque-là, le ministère de l'Intérieur continuait à jouer fondamentalement son rôle. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme et c'est cette loi-là à la Constitution. Et donc, la Sénat que nous avons est d'origine, si on peut dire, d'origine parlementaire, purement parlementaire. Et vous avez vu ce que la Sénat a été dans le processus démocratique, dans l'organisation des élections, dans le processus démocratique jusqu'à nos jours. Nous avons peut-être la Sénat phase 1, la Sénat ad hoc, maintenant on a une Sénat permanente. Donc vous voyez un peu, si les élections devraient continuer par rapport à la suspicion que les acteurs politiques nourrissent, notamment envers l'exécutif, si le ministère de l'Intérieur devrait continuer à organiser les élections, vous voyez un peu ce à quoi nous assisterons. Et donc, l'idéal, c'est que le Parlement vote des lois, prenne des dispositions pour aménager, pour parfaire notre quotidien. Et donc, c'est ce que nous allons expliquer. Donc, l'enjeu est de taille, l'enjeu est grand par rapport aux échéances prochaines du 28 avril 2019. Dimanche prochain déjà. Voilà. Anosis Onassis, hein, j'y arrive, excusez un peu, Onassis Tigri, le renouvellement des membres du Parlement contribue, vous avez certainement suivi Julio Tomenti, qui estime que cela contribue, puisque cela organise un peu le vivre ensemble entre les Béninois. Et est-ce que pour vous, ça va au-delà, par exemple? Oui, ça va largement au-delà. Ça va au-delà. Vous savez, il y a 2 fonctions, et il a souligné, il y a 2 fonctions essentielles pour le Parlement. Voter des lois, mais également contrôler l'action du gouvernement. Nous savons, lorsque nous parlons d'action du gouvernement, tout ce qu'il y a de délicat. Et si nous devons élire eh bien, des représentants du peuple pour contrôler l'action du gouvernement, eh bien, les élections législatives constituent un moment vraiment, c'est le moment où bien la possibilité qu'offre la Constitution à tout membre, à tout électeur plutôt, de pouvoir dire voilà celui qui pourra me représenter, qui pourra non seulement voter des lois qui ne seront pas contre moi, mais qui également va contrôler l'action du gouvernement, parce que je veux savoir ce que le gouvernement fait, par exemple, des impôts que le gouvernement collecte. Je veux savoir telle ou telle action que le gouvernement pose, pourquoi et dans quelles circonstances le gouvernement le pose. Donc, comme nous ne pouvons pas, nous les 10 millions ou 11 millions, aller poser la question au gouvernement, eh bien... Il n'y a que 83 sièges au palais des gouverneurs. Il n'y a que 83 sièges. Bon, c'est vrai que d'aucuns auraient souhaité qu'il y en ait plus, mais actuellement, il n'y en a que 83. Eh bien, ces 83 personnes vont nous représenter et vont, par la magie juridique, essayer
non seulement de voter des lois, mais de contrôler l'action du gouvernement. Donc, pour répondre à votre question, c'est extrêmement important et ça va au-delà, parce que non seulement ça agit au cours des 4 années du mandat, mais bien au-delà. Il a bel et bien cité tout ce qu'il y a comme implication dans un mandat. Vous voyez ces députés qui sont en train de partir, vous voyez tout ce qu'ils ont fait. C'est énorme en 4 ans. Donc ce n'est pas ces effets-là seuls, il y a beaucoup plus sur le plan continental, déjà au niveau de la sous-région, sur le plan continental, et pourquoi pas au niveau du monde. Nous sommes regardés et les décisions, les lois que nous votons, eh bien, sont appréciées ou désappréciées. Donc ça va bien au-delà. Est-ce que l'appréhension que vous, par exemple, vous avez de ces échéances électorales, de ces rendez-vous électoraux, vous avez l'impression que cette appréhension ou ce grand intérêt est partagé par nos autres compatriotes, par exemple? Bon, on ne sait pas appréhension dans quel terme. Appréhension, c'est que j'ai peur des élections? Non. Pas peur, l'intérêt véritablement. À l'intérêt. Non, je viens de vous le dire, c'est un moment de joie, ça intéresse la population. C'est vrai que tout ce qu'il y a comme méandre juridique, tout ça, tout le monde ne comprend pas. C'est vrai que, bon, lorsqu'on vote, on est déjà satisfait de voter, et tout ce qu'il y a, après on ne comprend pas. Mais c'est important, et le peuple est très intéressé, du moins ce qu'on a eu à voir au niveau des élections passées. L'intérêt est bien palpable, l'intérêt des populations à pouvoir jouer leur rôle, ou du moins on y reviendra, le rôle, les responsabilités des citoyens, le jour du scrutin, on y reviendra. Mais le grand intérêt ou l'appréhension qu'on devrait avoir de ces rendez-vous électoraux, est-ce que l'appréhension que vous avez par exemple est partagée? Oui, l'appréhension est partagée, je pense. Quand nous voyons la liesse que les échéances électorales ont toujours suscité au sein des populations. Vous savez, la volonté du peuple est le fondement même de la légitimité des pouvoirs publics. Et cette volonté s'exprime à travers les élections auxquelles la population prend part, auxquelles le peuple prend part. Et donc, le peuple se retrouve à travers ses représentants. L'article 4 de la Constitution a bien précisé que le peuple exprime sa souveraineté à travers ses représentants au Parlement et par voie de référendum. Ça veut dire que le peuple est un peu partout. Et chaque fois, même pour les élections locales, vous avez vu souvent la ferveur qui anime, que l'on soit d'accord pour X ou Y, vous avez vu la ferveur. On a envie que ça se réalise. On a envie que ça se réalise dans la plus grande transparence. On a envie que, oui, nos délibérations soient, les résultats issus des votes soient conformes à nos délibérations, soient conformes à cette volonté populaire. Et c'est ce qui motive généralement, d'abord que, vous allez constater, les populations ne font pas que participer aux élections électorales, ne font pas que voter et rentrer chez eux. Ils restent là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ils contrôlent, ils s'assurent de la transparence, ils lèvent des voix, les différentes organisations lèvent les voix pour faire tout ça. Moi, je connais des groupements qui n'ont pas de statut juridique, mais qui s'organisent pour veiller à la transparence des élections. Vous avez vu dans ce pays, là où il y a une nuit, les émigrants ont tout le monde à allumer ses phares de moto pour conduire les cantines, les unes jusqu'à l'arrondissement, parce que tout le monde a envie que ça se passe bien, que les délibérations qui seront issues de ces élections soient conformes à la volonté populaire. Donc l'intérêt est palpable. L'intérêt est palpable, d'autant que quand vous voyez un peu l'actualité aujourd'hui, où on se dit qui ira, qui n'ira pas. C'est vrai que nous avons dépassé cette étape, mais tout l'intérêt que cela a suscité, aussi bien tant des acteurs politiques, mais aussi des citoyens lambda. On n'a pas besoin d'aller beaucoup à l'école pour comprendre l'intérêt, l'enjeu des élections, notamment des élections législatives dans un système démocratique comme le nôtre.
Que fera le citoyen le 28 avril 2019 en ce qui concerne le renouvellement des membres du Parlement? Parce que les responsabilités, on pourrait dire, c'est un devoir civique d'exercer sa souveraineté au travers des représentants élus. Et donc, ce devoir, quelles sont les responsabilités? C'est vrai, on a quelques jours pour pouvoir exprimer nos volontés à travers nos différents bulletins et tout cela. Mais quelles sont les responsabilités des citoyens pour pouvoir faire cours au narcisse? Bon, quelles sont les responsabilités du point de vue légal ou bien du point de vue de la situation que nous avons actuellement? Du point de vue légal, le citoyen est obligé. C'est une obligation faite aux citoyens d'exprimer. Du moins, le citoyen qui remplit les conditions qu'il faut. Donc, ce n'est pas tout citoyen. Même s'il a la volonté, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Donc, tous les citoyens, je dois dire, qui remplissent les conditions, ont le devoir, ont même l'obligation, ça va au-delà du devoir, ont même l'obligation de se rendre au niveau des bureaux de vote de manière pacifique, c'est-à-dire sans esprit de haine. Non, même pas sans esprit, sans élan de va-t-en-guerre, sans gourdin, pour être plus clair, sans gourdin, sans machette, sans rien, de manière paisible, d'aller exprimer leur vote et de repartir. Veiller peut-être à ce que le vote se déroule dans leur localité de manière paisible. Veiller à ce que tous ceux qui ont envie d'exprimer leur vote puissent l'exprimer. Ça, c'est une obligation. Donc, une obligation, nous entendons dire certains, par exemple, compte tenu du contexte actuel, moi je n'irai pas exprimer mon devoir, par exemple, ou me soumettre à ce devoir. Est-ce aller au scrutin une obligation au regard de la loi? Bon, si nous ne disons pas que c'est une obligation, c'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen, ce que les textes disent c'est la liberté du vote. La liberté du vote, ça part d'abord de la décision du citoyen d'aller voter. Ça transparaît aussi dans le choix du citoyen dans l'urne. Donc c'est une obligation civique. Donc tout citoyen est appelé à aller accomplir son devoir de vote. Mais remarquez qu'on ne peut pas lui obliger. Donc c'est en cela que ce n'est pas une obligation. Le fait de s'abstenir de ne pas aller voter n'emporte aucune conséquence. On ne peut pas en vouloir à un citoyen, il faut le dire de manière claire. On ne peut pas dire, peut-être parce que vous n'êtes pas allé voter, ou bien on peut venir vous tirer de chez vous pour aller forcément voter. Non, c'est un devoir. C'est pourquoi la tendance est... Mais lorsque c'est un devoir, est-ce que... c'est vrai, vous faites la nuance, devoir, mais lorsque c'est un devoir, c'est ce que vous devez à la patrie, par exemple. C'est ce que vous devez à la patrie. C'est pourquoi c'est un devoir civique. C'est pourquoi un devoir civique. C'est-à-dire, le fait de ne pas le faire n'emporte pas sanction. On ne peut pas sanctionner un citoyen pour n'avoir pas accompli son devoir de vote. C'est pourquoi ça a été toujours des sensibilisations, des exhortations. On exhorte les populations, on leur explique. Pour ceux qui ne le comprennent pas, on leur explique le bien fondé de ce qu'il faut que le citoyen aille accomplir son devoir de vote. Mais, je le reprécise, je l'affirme avec gravité, ce n'est pas une obligation. Donc, nous allons continuer à exhorter nos populations. Ce qui est une obligation, bien ce qui est interdit, nous allons peut-être en revenir, c'est le fait, vous pouvez ne pas voter, mais c'est le fait d'empêcher l'autre, ou bien de poser des actes tendant de le menacer, ou bien peut-être de lui passer des informations qui peuvent le déterminer à ne pas aller voter. Parce que j'ai commencé par le dire, c'est la liberté du vote. Et donc, vous avez votre liberté de ne pas aller voter, l'autre aussi a sa liberté d'aller voter, et donc par rapport à ça, vous n'avez pas à poser le moindre acte qui puisse influencer sa décision d'aller ou de ne pas y aller.
Et justement, l'un des instruments juridiques que nous allons expérimenter, que nous sommes en train d'expérimenter, par ces législatives, le code électoral prévoit des dispositions pénales vis-à-vis des citoyens, de ses compatriotes, qui pourraient empêcher d'autres d'accomplir leur devoir civique au NACIS. Oui, bien sûr. Il faut dire encore et il faut insister là-dessus. L'actuel code pénal prévoit des sanctions plus sévères, des sanctions allant à des peines de réclusion. La réclusion, c'est au moins 15 ans, hein, sauf erreur de ma part. Oui, oui. Donc, 10 ans à 15 ans. C'est quand même lourd comme peine. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce qu'il a dit. Oui. C'est vrai, il a fait la nuance entre l'obligation et le devoir. Moi, je voudrais insister sur le devoir. Et lorsqu'on dit qu'il y a devoir, c'est pas parce qu'il n'y a pas une sanction à côté. Ce serait quand même assez rébarbatif que le législateur puisse dire, si vous n'allez pas au vote, vous encourez telle ou telle peine. Il y aura, par exemple, le législateur va enfreindre la liberté de choix. Mais lorsque nous parlons de devoir civique, étant donné que la souveraineté s'exprime par le peuple, et que le peuple, c'est la somme arithmétique de tous les individus en âge de voter ou remplissant les conditions de vote, eh bien, ce devoir doit être, je le dis, c'est un devoir constitutionnel. Bon, est-ce une obligation? Moi, je continue de le dire, c'est une obligation. Et je souhaite qu'on puisse le dire à la population pour dire, mais attention, lorsque vous n'y allez pas, c'est vrai qu'on ne viendra pas vous dire pourquoi vous n'êtes pas allé. On ne viendra pas vous coffrer par rapport à ça. Mais lorsque vous n'y allez pas, c'est que vous renoncez, par ignorance si vous voulez, vous renoncez à l'expression libre de votre souveraineté, qui peut-être ne reviendra que 4 ans ou bien 5 ans après. Maintenant, revenant à votre question par rapport aux dispositions de la loi, je dois également aller dans le sens de la sensibilisation et dire de faire attention, de faire très très attention, surtout lorsqu'il s'agira d'inciter à ne pas aller voter, de faire très attention. Lorsqu'il s'agira de bloquer, parce qu'on en a vu des gens qui s'organisent pour bloquer, pour empêcher physiquement d'autres citoyens à aller au vote, c'est passible de lourde peine. Je crois qu'il est spécialiste dedans. Il nous dira exactement les Tout à fait. Mais avant de poursuivre, il y a bien cet élément que nous voudrions vous soumettre et soumettre également à nos téléspectateurs, qui revient un peu sur les dispositions pénales le jour du scrutin, en ce qui concerne, par exemple, vous empêcher votre compatriote d'exprimer son devoir civique. Nous allons suivre l'élément et revenir. Il s'agit souvent des faits d'outrage et de violences perpétrées lors du déroulement du scrutin. Ces faits consistent par voie de faits ou menaces exercées contre les membres du poste de vote ou tout comportement visant à empêcher les opérations électorales. Aussi, les pratiques traditionnelles culturelles empêchant le déroulement du processus électoral sont-elles dans la main du législateur. Les manifestations culturelles de type traditionnel, dirigées contre la libre expression des opinions individuelles durant tout le processus électoral, vicient le plus souvent l'atmosphère politique, pouvant aboutir à de vives tensions post-électorales. Ce n'est donc pas les pratiques traditionnelles simples qui sont visées, mais toutes pratiques qui ont pour but d'empêcher ou de troubler le bon déroulement des élections. Si c'est le jour, par exemple, des élections que l'on sort oraux pour empêcher les gens d'aller sur les lieux de vote, là, il y a problème. Donc, ce n'est pas la manifestation de oraux que l'on interdit, mais c'est l'objectif visé par les manifestants. Si leur but, c'est d'empêcher le bon déroulement du scrutin, alors là, ils sont punissables. Qui, pendant la durée des opérations électorales, se rendra coupable d'outrage ou de violence envers le personnel recruté ou responsable chargé des opérations électorales, ou qui, par voie de menace, a retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans
et d'une amende de 500 000 francs à 2 millions de francs. Donc, il y a certains CA qui volontairement retiennent le matériel électoral pour que les élections ne démarrent pas à l'heure. Là, ce simple retard-là est punissable. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est de 3 ans à 5 ans et l'amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Et ou, de même, toute irruption consommée ou tentée avec violence dans un poste de vote en vue d'empêcher un choix est puni d'une peine d'1 an à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs à 1 million de francs CFA et ou d'une peine d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à 5 ans. Voilà, retour sur ce plateau. Julio Tomati, que retenir fondamentalement de ce que nous avons suivi et que vous avez suivi vous aussi? Fondamentalement, il faut retenir que les actes que l'on pourrait être amené à poser et qui portent entorse au déroulement normal des opérations de vote, ces actes sont réprimés. Il y a 3 niveaux de sanctions. Il y a les sanctions pécuniaires, c'est-à-dire les amendes. Il y a les privations de liberté qui vont de 6 mois jusqu'à 15 ans. Il y a aussi les inéligibilités, c'est-à-dire quoi? Vous êtes interdit de prendre part aux élections pendant une durée de 3 à 5 ans par exemple. Et je voudrais insister sur, en matière d'infraction, sur l'empreinte de criminalité, c'est-à-dire sur la complicité. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on prend quelqu'un qui a tenté de bousculer le cours normal du déroulement, et il se fait que cette personne-là l'a fait sous instigation de quelqu'un, ou bien en complicité, quelqu'un lui a aidé, cette même personne, même n'ayant pas posé les actes formels, emprunte la même criminalité que l'auteur principal. Ça veut dire quoi? Je le dis par rapport à notre contexte. Toute personne qui aura déterminé quelqu'un à poser de ces actes-là, lorsque la sanction aura tombé, peut-être comme nous avons l'habitude de le faire dans notre environnement, on va le mettre sous le coup peut-être d'un combat politique et autres. Je dis par exemple, un député, un acteur politique qui a déterminé un citoyen à poser un tel acte, le citoyen est puni. Peut-être par rapport à la question d'inéligibilité, ça ne pose aucun problème au citoyen, parce que lui, peut-être, il n'attend pas solliciter le suffrage. Mais l'acteur politique qui le fait, il doit être d'accord que dans les 5 prochaines années, il ne peut pas se présenter à quoi que ce soit comme élection, parce qu'il n'en est pas digne. Lorsque vous posez des actes tendant à vicier la liberté des autres à aller voter, donc vous n'êtes pas digne de solliciter demain le suffrage de ceux-là. Donc, c'est généralement ce que nous pouvons retenir. Le magistrat l'a bien dit, mais je voudrais préciser encore un élément, notamment l'article 312 du Code électoral. Il dit, toute personne qui aura, par des fausses nouvelles, des calomnies et autres, à soustraire ou détourner des suffrages ou à déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est passé d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA et ou des peines d'inéligibilité. Ça signifie quoi? Lorsque nous entendons, nous voyons aujourd'hui, on dit, je me permettais de le dire en fond, bon, vraiment, Nadjo, moi j'ai appris que vraiment le jour-là, il y aura tumulte, donc restez chez vous. Les gens quotidiennement sont en train de tomber sur le code de la loi sans le savoir. C'est vrai, il y a déjà les dispositions relatives au code numérique, mais le code électoral même a prévu ces sanctions pénales spécifiquement pour le déroulement des élections. Donc, qu'on ne soit pas surpris, lorsque demain, on va commencer par poursuivre quelqu'un qui aurait peut-être fait un post, ou bien qui aurait partagé un post menaçant ou incitant à la peur de certaine façon. On entend dire aux gens, le jour là, 2 jours avant, il faut avoir une masse de nourriture, il faut aller prendre son argent à la banque, il faut, comment dire, se rendre compte que pendant... C'est des choses qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui circulent maintenant. Nous devons faire attention.
Nous devons faire attention. Parce que lorsque les autorités judiciaires, notamment le parquet... Est-ce que ça, par exemple, ces publications, encore aujourd'hui, on l'a lu encore, est-ce que c'est une infraction, ou du moins, on est en train de... C'est bien sûr une infraction. On dit toute personne qui n'aura pas de fausses nouvelles, pas de calomnies, auront déterminé quelqu'un à s'abstenir d'aller voter. On n'en dira pas plus. Lorsque j'écris pour dire, moi j'ai appris que vraiment le jour-là, il y aura tir à balles réelles. Ça fait peur à mon vis-à-vis, monsieur Thierry, de ne pas aller voter. Quelqu'un qui le sait peut me dénoncer. Le parquet peut s'autosaisir. Nous sommes constamment, quotidiennement sur le coup de la loi. Je peux même comprendre pour ceux qui peut-être le font, ceux qui font ces postes-là. Mais ce que je plains le plus, c'est ceux qui partagent. Parce que nous ne connaissons pas l'intention de l'auteur principal, celui qui a écrit son poste, dans quelle intention. Peut-être lui le connaît et il est prêt à en subir les conséquences. Mais vous, qui n'avez rien à y faire, vous partagez ces postes-là. Celui qui l'écrit et celui qui le partage auront la même sanction parce qu'ils auront participé à la divulgation de l'information, auront participé à déterminer les gens à s'abstenir d'aller accomplir leur devoir civique. Mais pourquoi, vous l'avez dit au Narcisse, que les sanctions sont plus corsées. Pourquoi le choix du législateur de pouvoir renforcer ces dispositions-là? C'est vrai que le code électoral actuel que nous expérimentons se différencie de l'ancien par une certaine, peut-être, on pourrait le dire, ne contenait peut-être pas des dispositions pénales plus corsées. Oui, vous savez, le législateur est parmi nous. Le législateur est dans la population, le législateur a l'histoire. Et nous savons que les élections que nous avons eu à organiser, à vivre dans ce pays, eh bien, c'était pas du point de vue des dérives, c'était pas fameux. Nous avons déploré plusieurs cas et vous savez que le défaut de lutte contre on parle d'impunité. Moi, je crois que c'est l'une des motivations. C'est une des motivations, faire en sorte que la population puisse se rendre compte que c'est quand même quelque chose de coûteux pour la nation et c'est quelque chose quand même qui est indispensable pour maintenir le système que nous avons choisi. Donc troubler les élections, c'est anormal, C'est vrai qu'il y a la passion, comme on l'a dit, c'est vrai que certains veulent coûte que coûte gagner. C'est vrai que, c'est désagréable d'être député et ensuite de ne pas l'être. Mais c'est l'ordre normal des choses. La rotation ou l'alternance, voilà le mot que je cherchais, l'alternance est quand même un des indices de vitalité de la démocratie. Donc le législateur a voulu non seulement corser, mais nous indiquer que les élections, quelles qu'elles soient municipales ou législatives ou présidentielles, que ces élections sont très importantes et déterminantes pour la suivi de notre démocratie. Je vous pose la même question puisque je n'ai pas eu l'opportunité de vous la poser. Les autres motivations, vous avez suivi un peu au Narcisse. Quelles pourraient être les motivations qui ont amené les législateurs, ceux-là que nous avons choisis au travers de la 7e législature, à faire cette option, par exemple? Parce que ça a été adopté à la majorité, le code que nous avons. Vous avez le principe, c'est que du législateur, c'est les faits précèdent les actes. Les faits précèdent les actes. C'est au regard des faits, au regard des éléments antérieurs, des précédents, des actes qui sont quotidiennement posés, que le législateur prend des tests. Parce que il y a pas d'incrimination sans test. C'est-à-dire, lorsque vous posez un acte aujourd'hui et qu'il n'y a aucune disposition légale qui permet de réprimer, personne ne peut le faire. D'accord? Si on n'a pas dit que le vol, lorsque vous volez, vous donnez telle peine, même si on vous prend en train de voler, on ne pourra pas vous sanctionner parce que ça n'aurait pas été prévu. Si le législateur est arrivé à corser, je mets ça sur le coup, c'est pour renforcer l'éducation civique. C'est pour renforcer l'éducation civique parce que c'est la
peur du gendarme, c'est la peur du gendarme qui amène le délinquant à s'abstenir. C'est la peur du gendarme qui amène le délinquant à s'abstenir. Donc, le fait de renforcer, puisque ces actes-là avaient été plusieurs fois posés lors de... Voilà, mais vous devez vous rendre compte que, parce qu'on veut maintenir une ambiance électorale ou post-électorale assez bon enfant, on ne réprime pas suffisamment. Je peux même mettre ça sous le coup de ce que je viens de dire tout à l'heure. Comment dire? Le calme ou bien la stabilité ou bien la lassitude dont fait preuve les acteurs judiciaires pour ne pas commencer par poursuivre ces éléments-là. Parce que lorsqu'on va commencer par le faire, ça va engendrer d'autres problèmes. Donc, je dis, ça participe, qu'on ait corsé ces dispositions, ça participe de l'éducation civique. C'est-à-dire, ça c'est suffisamment grave, il ne faut pas le faire. Lorsqu'on dit que les faits vont jusqu'à la réclusion criminelle, parce que vous ne savez pas le danger que ça constitue de bouleverser les opérations électorales. Ça peut bouleverser tout l'ordre constitutionnel. Il suffit que peut-être dans une localité, on n'ait pas voté, quelqu'un est troublé, les autres, leurs suffrages ne soient pas tenus compte. S'ils vont se lever, les élections, nous avons vu toujours ce que ça a créé dans les régions environnantes. Et donc par rapport à ça, c'est tout à fait responsable pour un législateur responsable de prendre des dispositions, de renforcer les dispositions existantes pour anticiper sur ces cas. Pour anticiper sur ces cas, pour dire à là, comme on le dit chez nous, il y a la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Parce que, comme on l'a dit tantôt, la poursuite de notre processus démocratique en dépend. Nous avons dit tantôt, au départ, que la vitalité de la démocratie s'apprécie aussi de la bonne tenue des élections. Si les élections sont bousculées dans une région, les élections n'ont pas été tenues, vous savez tout ce que ça peut engendrer comme ferveur, tout ce que ça pourrait engendrer comme peut-être révolte. Et ça peut bouleverser toute l'architecture institutionnelle que nous avons actuellement. Donc il faut, comme vous l'avez dit, il faut renforcer pour dire non, ici, là, il ne faut pas y aller parce que, comme vous l'avez dit, notre vivre en commun en dépend. L'attitude du citoyen le jour du scrutin, est-ce que c'est d'aller voter et de ne pas attendre jusqu'au dépouillement parce que c'est une habitude, cette habitude, en optant pour cette habitude-là, est-ce que j'enfreins également à la loi, Onassis? Non, je ne crois pas. Aller voter, déjà, c'est le devoir. Ne pas troubler les élections, c'est également l'obligation à suivre. Ne pas empêcher autrui d'aller voter. Mais je ne pense pas que s'arrêter là, regarder, veiller à la transparence soit un délit. Je ne pense pas. Et je crois que les populations sont déjà habituées à le faire. Tout à l'heure, il a cité un certain nombre de faits, ou même ce qu'on appelle communément les médias. Tout le monde veut savoir qui a gagné dans sa circonscription. Donc, les gens sont prêts à attendre jusqu'à X heures pour voir qui a gagné, peut-être pour communiquer à autrui, mais ils sont prêts à savoir exactement. Donc, on ne peut pas leur demander de rentrer chez eux et de laisser libre cours peut-être à la tricherie. Le taux de participation, compte tenu de ce que nous avons vécu durant le processus électoral, véritablement, le taux de participation, que disent les tests au Bénin, les dispositions en vigueur en ce qui concerne le taux de participation? Parce que, vous savez, dans d'autres pays, on entend taux de participation, et qu'est-ce que dit concrètement les tests en ce qui concerne le taux de participation? Le taux de participation à une élection, par rapport à notre législation, il n'y en a rien. Le législateur ne s'est pas prononcé, la Constitution est restée muette. Donc il n'y a pas un seuil qui pourrait remettre en cause, comment dire, la légalité des élections. Mais il y a un seuil, pas un seuil. C'est un élément d'appréciation subjectif d'une personne à une autre. Il y a un seuil. Il peut y avoir des seuils qui puissent, comment dire, jeter du discrédit sur la légitimité. Je dis ça pour dire, du point de vue légal, même si aujourd'hui aux élections, 5% vont aller voter, à moins que les gardiens de la Constitution en disent autrement.
jusqu'aujourd'hui, les gardiens de la Constitution vont se baser sur la Cour constitutionnelle. Ils vont se baser quand même sur les tests, et s'il n'y a pas de là où la Cour constitutionnelle est l'interprète de la Constitution, de sorte que même là où la Constitution n'a pas parlé, les matières dans lesquelles la Constitution n'a pas parlé, la Cour constitutionnelle peut chercher des interprétations. C'est pourquoi on dit la jurisprudence de la Cour fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Et donc, il n'y a pas un seuil, je reviens à votre question, il n'y a pas un seuil qui pourrait remettre en cause fondamentalement du point de vue légal les élections. Mais du point de vue de la légitimité, ça pourrait créer quelques difficultés. Sur la question, Onassis. Oui, il n'y a pas de seuil, je le confirme, il n'y a pas de seuil, mais il a soulevé quelque chose d'important, il a parlé de légitimité. Oui, il serait quand même aberrant que nous ayons... D'abord, il faut dire que lorsque le taux de participation est faible, c'est un désaveu. C'est que la population se désintéresse. Le peuple qui a la souveraineté, eh bien, ce peuple a renoncé à une majorité écrasante plutôt, à exprimer ce vote. Donc ceux-là qui seront désignés se diront, bon, j'ai été désigné par une partie congrue du peuple. Ce n'est pas élégant, parlons dans ce terme. Mais est-ce que c'est légal? C'est parfaitement légal. Maintenant, il a parlé de légitimité. Est-ce qu'il est légitime d'avoir un parlement de 83 députés avec, par exemple, pour quotient électoral, c'est pas 100 ou 200? Ça veut dire 200 personnes se réunissent pour élire un seul député. C'est pas représentatif. Statistiquement, c'est pas représentatif. On dira que, bon, l'échantillon est encore que ce cas de figure. Bon, nous n'avons jamais expérimenté cela. Je crois que ce serait vraiment une première. Je ne pense pas et je ne souhaite pas qu'on en arrive là, parce que vraiment il serait difficile de faire les calculs. J'imagine la difficulté que la Sénat aura, j'imagine également la difficulté que la Cour constitutionnelle aura, j'imagine le sentiment, l'inconfort. Voilà. Si nous nous retrouvons dans ce cas de figure, et donc maintenant en ce qui concerne les grands enjeux, parce que nous amorçons la dernière manche de cette émission, les grands enjeux pour le scrutin du 28 avril, est-ce que cela passe déjà par la massive participation et oui, bien d'autres choses? Les grands enjeux pour vous? Oui, le grand intérêt actuellement, puisque nous savons qu'il n'y a que 2 listes qui participent actuellement, le grand intérêt c'est de savoir est-ce que la population adhère. Moi je crois et j'ai toujours dit que ce scrutin est un peu comme une sorte de référendum. Est-ce que les réformes qui ont été amorcées, notamment au niveau du code électoral, notamment au niveau de la gestion même des différents contentieux, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la Sénat, tout ça, quel est le sentiment de la population par rapport à ça? Et c'est le taux de participation qui va déterminer cela. Est-ce que la population adhère ou est-ce que la population refute? Si la population refute, ça veut dire qu'on aura un taux de participation extrêmement faible qui n'empêchera pas l'élection, qui n'empêchera pas les différentes conséquences qu'on peut en tirer, mais qui ne serait pas quand même agréable. Donc l'enjeu majeur pour moi, c'est ça. Maintenant, les 2 blocs, bon, si on s'en tient à ce qu'ils disent, d'aucuns parlent de 60 députés, d'autres parlent... C'est la guerre des chiffres, vous le savez. C'est la guerre des chiffres. Bon. Vous le savez, la campagne s'y prête véritablement. Quels sont les enjeux pour vous au terme de ce scrutin ou en ce qui concerne lié à ce scrutin du dimanche prochain? Les enjeux, il y a 2 enjeux. Vous savez, c'est quand même une situation atypique. Hein? Sinon, l'enjeu, la plupart du temps, c'est que tel liste, c'est ça. Mais nous sommes, comment dire, dans un cas de figure où l'enjeu, c'est, première chose, c'est la participation. On va apprécier, comment dire, le sentiment du citoyen par rapport au taux de participation. Le deuxième élément, l'enjeu majeur, le défi majeur, c'est de pouvoir sécuriser les élections, c'est de pouvoir contenir
les éventuels mouvements d'humeur pour que les élections se passent, le vote se passe dans un climat apaisé. Parce que vous n'allez pas l'ignorer. Beaucoup ont peur, à tort ou à raison, beaucoup ont peur, beaucoup se demandent qu'est-ce qui véritablement va se passer ce 28 avril-là. Donc le défi majeur, c'est le défi de sécurisation, pour contenir, pour que les élections se passent dans un climat apaisé et que le taux de participation sera l'élément vital pour apprécier le sentiment des populations. Et sur ce, je voudrais mettre l'accent sur un élément. Je voudrais pour dire que l'abstention n'a jamais été, comment dire, une forme d'expression. Moi, j'aurais suggéré, comme dans certaines législations, nous n'avons pas ça. Sinon, dans certaines législations, à part les votes formels, il y a le bulletin nul, il y a aussi le bulletin blanc. Où le bulletin blanc, c'est celui qui n'est pas d'accord pour l'un ou l'autre. Et nous avons vu en France, on a dit, certains électeurs même mettent enfoiré. Ils mettent les mots qu'ils veulent, des mots qu'on ne souhaite pas. Voilà. Donc, moi, j'aurais aimé que les populations, lorsqu'on n'est pas d'accord pour peut-être l'un ou l'autre des cas, que l'on aille, quand on va aux élections peut-être, et que sur 10, peut-être une liste obtient 3, l'autre obtient 3, et il y a peut-être 4 taux, peut-être de bulletins nuls, puisque ce n'est que ce qui est donné aux populations de faire. Mais il faut que la masse s'exprime. Il faut que la masse s'exprime, il faut que la masse... Parce que dans les élections antérieures, on a toujours eu des bulletins nuls. Mais ces bulletins nuls-là ne veut pas dire forcément parce que les gens ne savent pas voter. C'est une forme d'expression. On voit des gens prendre le cachet, apposer sur tous les candidats, par exemple. On voit des gens apposer sur 3 candidats. On voit des gens plier le bulletin sans même apposer de cachet. C'est une forme d'expression. Et donc, d'une manière générale, l'enjeu, le défi majeur, c'est le défi des élections, bien des votes, dans une atmosphère apaisée, sans violence. Le second défi, c'est le défi de la participation. Et sur cet aspect-là, je voudrais inviter les populations, quel que soit leur bord, quels que soient leurs sentiments, leurs émotions, d'aller exprimer ces émotions-là. À eux de savoir comment le faire. Moi, j'ai indiqué le chemin. Et exprimer ces émotions, il y a bien un cadre, nous en avions parlé. Il y a bien un cadre. Il faut aller voter dans la paix, dans la quiétude, sans... Oui, forcément, il faut y aller. Forcément, il faut y aller. Oui, je suis un peu... je suis un peu pressé de voir ce qui va se passer parce que c'est quelque chose d'inédit pour moi. J'aime bien les statistiques un peu biaisées. Vous adorez les chiffres, vous êtes spécialiste en statistiques. Pour nous permettre d'apprécier. Oui, c'est quand même difficile. Et je me dis, lorsque nous avons deux, peut-être que le juriste qui est en face de moi va dire... comment ça va se faire alors qu'il y a 10% qu'il faut réunir à gauche à droite, ça c'est un autre débat. C'est pourquoi j'ai dit je suis un peu pressé de voir. Non, il faut avoir au moins 4, je crois que ce débat c'est passé, c'est dépassé. L'article 242, voilà, c'est dépassé. Il faut voir au moins 4 listes pour que la question des 2% est droite. Oui, même avec ça, c'est-à-dire, je me dis, vous attendez, je suis pressé aimez les chiffres. Non, les calculs iront très vite, on va pas l'embiner. Non, de toute façon, on a posé la question, par exemple, au Conseil de la Sénat qui estime que la pression qu'il subissait quand il y avait, par exemple, 32 listes, c'est la même pression qu'ils subissent aujourd'hui. Rien n'a changé. Ça sera pire. À leur niveau. Ça sera pire. Véritablement. Mais si vous avez, parce que pour finir, vous avez certainement un mot à l'endroit, si ces défis doivent être relevés, par exemple, ces enjeux-là, est-ce qu'il y a des composantes de la nation qui ont des rôles clés à jouer, par exemple, Julio Tométien? Les composantes de la nation, c'est d'abord, les institutions de la République. Jusque-là, chacun a joué son rôle. On peut l'apprécier comme on veut, mais chacun a joué son rôle dans le processus électoral. Vous avez parlé des composantes de la nation. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une forme de crise où on n'a pas d'acteurs ou bien des acteurs
qui puisse réunir les parties prenantes. Et c'est extrêmement un peu délicat dans une nation comme le nôtre. Et que nous manquons fondamentalement de voix repères. forte, vous voulez dire? Voilà, de voix forte. nous manquons de voix forte. Vous savez, les organisations religieuses, le clergé et autres, ce que ça a été il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Les personnes ressources, qu'on a dans la société, notamment les anciens responsables d'institutions, je veux dire les anciens chefs d'État, les anciens peut-être membres d'organismes internationaux, ainsi, qui ont peut-être une certaine notoriété dans la cité, nous n'en avons pas aujourd'hui. Et ça crée fondamentalement un problème. Ceux vers qui éventuellement on aurait pu, comment dire, ceux qui peuvent être des recours dans cette situation-là de médiation. Parce que vous savez, lorsque, comment dire, on n'a pas la solution de point de vue légal, on s'accroute sur ces personnalités-là. Quand ces personnalités-là, excusez-moi, arrivent à prendre des positions dans le différend qui oppose les acteurs politiques, ça fait que nous ne savons plus véritablement à quoi, vers qui on va s'en tenir. Je ne sais pas, monsieur le journaliste, si vous pouvez nous indiquer aujourd'hui quelqu'un, une personnalité qui peut aujourd'hui, d'une certaine manière, appeler les uns et les autres peut-être à une table de discussion, à une table de conciliation. De toute façon, c'est dépassé ça, par exemple. Oui, c'est dépassé. Et je voudrais que nous ne partons pas d'ici avec le sentiment qu'il n'y a personne dans la cité. Il y a beaucoup de personnes. Et ces personnes ont joué leur partition. Le clergé a joué sa partition. Les anciens présidents d'institutions, comme vous avez bien pu le dire, les présidents de la République ont joué leur partition. La communauté, c'est pas régionale, la CEDEAO a joué sa partition. La communauté internationale, si on peut parler ainsi, a joué sa partition. Beaucoup de gens. C'est comme si les gens sont restés silencieux. Mais le chef de l'État lui-même a joué sa partition. Le président de l'Assemblée nationale a joué sa partition. Des gens ont été réunis autour de la table et ont discuté. Il n'y a pas eu consensus. Des gens ont appelé à ce que les élections soient inclusives. Bon, le chef de l'État est le premier garant de tout ce qui se passe. Donc, je ne voudrais pas qu'on parte d'ici en disant que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites. Et la spécificité de ces élections en valait la peine. Tout à l'heure, il disait que c'était quand même difficile d'aller avec deux. Bon, c'est vrai que d'aucuns ont dit que c'est 150 partis réunis en deux blocs, mais il y a quand même, osons le dire, il y a quand même exclusion. Maintenant, nous ne sommes plus à ce niveau. Ce qu'il faut demander à la population, c'est que nous avons quelque chose de très important, qui est notre paix. Nous avons un système que nous avons choisi, c'est le système démocratique. Ça a ses avantages et ses imperfections. Ce que nous avons expérimenté en son temps, le parti unique ne nous a pas plu. Nous avons choisi la démocratie. Nous l'avons expérimenté jusqu'ici. Et nous l'expérimentons sur une trentaine d'années déjà. Oui, j'aurais souhaité que nous ne la perdions pas. Ce n'est que, c'est vrai que ce n'est pas bien de le dire, ce n'est que les élections législatives, ce n'est qu'une élection. Il y a d'autres élections qui viennent. J'aurais souhaité que ceux-là qui se sentent un peu frustrés aujourd'hui s'abstiennent d'appeler la population à gâter ce que nous avons de plus grand. C'est vrai, ce qu'ils font est courageux, ce qu'ils font est légitime, mais ce que nous avons de plus grand, c'est notre paix, et nous ne pouvons pas la menacer en appelant, par exemple, à la pagaille ce jour, en appelant à l'insurrection ce jour. Donc, c'est ce que j'aurais pu dire. Très bien, merci. Pour finir. Merci. Je voudrais revenir pour repréciser le rôle des partis politiques, ou notamment la vocation des partis politiques. Les partis politiques ont pour vocation de conquérir le pouvoir d'État, de participer, de conquérir le pouvoir d'État Et l'exercer. Et l'exercer.
au niveau national ou local. Et, vous savez, notre code, notre charte, le code portant charte des partis politiques, notre charte des partis politiques, a bien fait de la participation des élections une obligation aux partis politiques, notamment son article 7 où dit un parti politique se serait abstenu de participer à 2 élections législatives, notamment 2 élections législatives, cessera d'être un parti politique, c'est-à-dire son récépissé le sera retiré. Et lorsqu'on en arrive dans un système comme le nôtre, où des partis politiques, pas 1, pas 2, pas 3, se trouvent à ne pas pouvoir prendre part aux élections, je ne vais pas dire ici à qui la faute, mais ça pose véritablement un problème. Ça pose un problème, et ce problème... On ne va pas revenir en arrière. Oui. Non, c'est pour dire que ça pose un problème. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Et que le chef de l'État même l'a mentionné, que ça porte un coup à la démocratie. Mais il a analysé d'autres facteurs qui ne lui permettent pas de faire autre chose. Donc notre système démocratique a pris un coup du fait que tous les partis qui ont voulu, pour une raison ou pour une autre, et qui n'ont pas pu prendre part. Et ça pose en second lieu un problème de légitimité parce que les populations... La démocratie, on va pas continuer. On va pas continuer parce qu'on assiste à bien dit, la démocratie a ses avantages. Certainement que nous sommes en train de vivre véritablement la rigueur d'un certain nombre de choses. On va pas y en revenir parce que quand même dans quelques jours nous irons voter aux élections et donc on fera peut-être le bilan bien après véritablement. Merci beaucoup à vous, Julio Tometi. C'est moi qui vous remercie, mais je voudrais dire un mot à l'endroit des populations. Je voudrais inviter les uns et les autres à plus de responsabilité. Parce qu'il ne serait pas bien que lors des élections ou au lendemain des élections, on apprenne que X ou Y aurait été poursuivi parce qu'ils auraient commis des actes attentatoires au cours du déroulement normal des opérations de vote. On n'aurait pas aimé que la fête électorale, puis ça a été toujours le cas, que la fête électorale se transforme pour certains en un drame. Très bien. Merci beaucoup à vous, conseil juridique, analyse politique également. Merci, Onassis. Permettez-moi d'appeler aussi à la paix. Vous l'aviez fait, c'est pourquoi je ne vous ai plus redonné. Voilà. Oui. Ok, si vous estimez que je l'ai fait, tout ce que je dirais, c'est préservons la paix, allons au vote en paix. Et maintenons le cap. Le Bénin n'est pas si en danger que ça. Le Bénin n'est pas en danger. Voilà, merci beaucoup. Le cap de la démocratie. Très bien. Merci beaucoup à vous. On assiste Tigri plutôt. Voilà, vous êtes statisticien. Voilà, spécialiste à la guerre des chiffres, les chiffres. Il attend impatiemment le 28 pour avoir les chiffres. Merci beaucoup à vous, Julio Tometi, je le disais. Vous êtes conseil juridique, analyste politique. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et donc, l'acte 4 de votre émission Mercredi politique s'achève ici. Agréable nuit à chacun et à tous.